Je m'appelle Emma Sanders et il y a 3 heures, j'ai assisté à la mort de mon mariage, noir sur blanc. Dans la salle de conférence du cabinet Morrison et associés, une odeur de café ranci et de rêves belges brisés flottait dans l'air tandis que je signais document après document, chaque signature enfonçant un clou de plus dans le cercueil de nos 12 années de vie commune. Paul était assis en face de moi, sa mâchoire contractée dans cette ligne obstinée que j'avais apprise à détester. Quand le médiateur a fait glisser l'acte de divorce final sur la table en acajou, mon alliance a capté une dernière fois la lumière fluorescente avant que je ne l'arrache de mon doigt. C'est donc fini, a marmonné Paul sans croiser mon regard. Il s'est levé, a ajusté sa cravate et est sorti sans un regard en arrière. 42 ans et tout recommencé, merde. L'appartement que j'avais loué en centre-ville était à des années-lumière de notre palais de banlieue, des cartons de déménagement s'entassaient dans chaque recoin de ce petit 2 pièces exigu, la plupart portant des étiquettes écrites de ma propre main soignée. J'ai attrapé le carton le plus proche, marqué «Livre de droit», et j'ai beau failli me briser le dos en le soulevant. À l'intérieur se trouvaient mes vieux manuels de droit constitutionnel, mes guides de procédure et mes fiches de préparation au barreau datant de 20 ans. J'avais abandonné ma carrière quand l'entreprise de Paul avait décollé, jouant le rôle de la parfaite épouse d'homme d'affaires, tandis que mes compétences juridiques prenaient la poussière. Aujourd'hui, j'avais besoin de retrouver ces compétences. Le lendemain matin, devant le miroir, j'ajustais mon blazer bleu marine, celui que j'avais acheté spécifiquement pour les entretiens d'embauche. Mon reflet me renvoyait l'image d'une femme qui en faisait trop pour paraître sûre d'elle. Des cheveux blonds tirés en un chignon sévère, des yeux bleus soulignés par plus de maquillage que d'habitude. J'avais l'air de jouer à la petite avocate. Le palais de justice d'Overland Park se dressait devant moi, sa façade en pierre calcaire intimidante dans la lumière d'octobre matinale. À l'intérieur, le cliquetis de mes talons résonnait sur le sol en marbre alors que je me dirigeais vers le bureau du greffier pour des formalités administratives pour mon nouveau cabinet. L'endroit bourdonnait d'activité. Des avocats se pressaient entre les salles d'audience, des huissiers escortaient des décorces des prévenus, des sténographes judiciaires roulaient note leur équipement dans des couloirs étroits. C'est là que je l'ai vu. À travers les portes vitrées de la salle d'audience 3B, une juge brune présidait ce qui semblait être une bataille acharnée pour une garde d'enfants. Ses yeux verts dominaient net la salle, avec une autorité que je n'avais jamais possédée, même à mes meilleurs jours au barreau. Ses cheveux tombaient en vagues souples qui encadraient un visage digne des peintures classiques. Pas du siège d'un tribunal du Kansas. Quand elle a parlé, les 2 avocats ont immédiatement cessé leur querelle. Maître Martinez, approchez-vous, a-t-elle dit, sa voix portant clairement à travers le verre épais. L'avocat s'est presque précipité. Je me suis surprise à m'attarder devant la salle d'audience plus longtemps que nécessaire, observant cette femme gérer le chaos avec une grâce infinie. Quand elle m'a aperçue à travers la vitre, ses yeux verts perçants ont croisé les miens un bref instant. Quelque chose d'électrique et s'est passé entre nous. Pas tout à fait de la reconnaissance, mais la conscience de quelque chose que je ne pouvais nommer. L'huissier s'est raclé la gorge derrière moi. Madame, vous ne pouvez pas stationner dans le couloir. Pardon, ai-je marmonné, me hâtant vers l'ascenseur, les joues en feu. Alors que les portes se serrent fermies, j'ai aperçu une dernière fois la juge à travers les fenêtres du palais de justice. Elle me regardait droit dans les yeux. Qu'est-ce que ça voulait dire? 3 semaines plus tard, je me tenais de nouveau devant la salle d'audience 3B, cette fois en tant qu'avocate au dossier. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'ajustais la sangle de ma mallette. L'affaire de garde Peterson avait atterri sur mon bureau chez Crawford et associés. Et, comme par hasard, la juge Riley Hughes présidait l'audience. J'avais appris son nom sur le rôle, bien que j'aie pensé à ses yeux verts bien plus qu'une avocate professionnelle ne l'aurait dû. De l'intérieur, la salle d'audience semblait différente, plus grande, plus intimidante. La juge, Hughes, était assise derrière son pupitre comme si le monde lui appartenait, ses cheveux bruns captant la lumière du matin qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Elle portait un chemisier blanc immaculé sous sa robe noire, et quand elle a levé les yeux de ses papiers, son regard a immédiatement trouvé le mien. Maître Sanders, je suppose que vous êtes prête à présenter la motion de votre client? Oui, votre honneur. Ma voix est sortie plus assurée que je ne le pensais. Nous demandons la modification de l'arrangement de garde existant en raison d'un changement de circonstances. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai présenté mon cas avec toute l'énergie que j'avais.
La juge, Hughes, écoutait attentivement, se penchant parfois en avant lorsque je soulevais des points particulièrement forts. Quand l'avocat de la partie adverse a tenté de m'interrompre, elle le fit taire d'un simple geste de la main. Maître Thompson, Maître Sanders a la parole, dit-elle fermement. Votre tour viendra. Il y avait dans sa façon de protéger mon plaidoyer quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite. Ce n'était pas seulement de la courtoisie professionnelle. Il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Après la levée de l'audience, j'ai rassemblé mes papiers lentement, espérant l'apercevoir encore. La plupart des juges disparaissaient rapidement dans leur bureau, mais Riley Hughes s'attarda, organisant ses notes avec un soin délibéré. Quand la salle d'audience s'est vidée, elle a levé les yeux. Maître Sanders, un mot? Je me suis approchée du pupitre, mon cœur martelant ma poitrine. De près, elle était encore plus saisissante. Une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche suggérait qu'elle n'avait pas toujours passé sa vie derrière un bureau, et ses mains bougeaient avec une précision confiante tandis qu'elle empilait des documents. De solides arguments aujourd'hui, dit-elle, sa voix plus douce maintenant, sans le formalisme du tribunal. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un traiter le droit de la famille avec autant de passion. Merci, votre honneur, je reprends encore mes marques après une longue absence. Une absence? Elle pencha la tête, sincèrement curieuse. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? Un divorce, dis-je simplement. Recommencer à 42 ans n'était pas exactement ce que j'avais prévu. Quelque chose a changé dans son expression, de la compréhension peut-être, ou la reconnaissance d'une expérience partagée. 20 minutes peut-être plus tard, nous étions assises l'une en face de l'autre au Murphy's Café, un petit boui-boui, à 3 rues du palais de justice. Riley et elle avaient insisté pour que j'abandonne les formalités, remuer méthodiquement du sucre dans son café. 12 ans de mariage, me suis-je surprise à dire. Paul voulait une femme qui se concentrerait sur sa carrière, pas sur la sienne. J'ai été assez stupide pour accepter. Pas stupide, dit Riley doucement. Engagée, c'est différent. Son annulaire était nu, remarquai-je. Il l'était aussi au tribunal. Et vous, avez-vous déjà été marié? Les yeux verts de Riley s'assombrirent légèrement. Une fois, à un homme qui pensait que ma carrière était un hobby, jusqu'à ce que ses amis commencent à m'appeler Juge Riley. Alors soudainement, j'étais trop ambitieuse, trop indépendante. Elle remet un rire en baie. En des circoncisions, c'est moi. C'est drôle, comme les choses tournent. Nous avons parlé pendant 1 heure de tout et de rien. Elle avait grandi à Kansas City, avait fait ses études de droit à l'Université du Kansas, avait été assistante d'un juge fédéral avant de gravir les échelons jusqu'à la magistrature. Je lui ai parlé de mes propres années d'études, des rêves que j'avais mis de côté pour les ambitions de Paul. Il y a quelque chose que je devrais mentionner, dit Riley alors que nous nous préparions à partir. Le concours de plaidoirie le mois prochain, je suis l'un des juges. Je sais, mon cabinet y présente une équipe. Y participerez-vous? Je dirige l'équipe, en fait. Quelque chose traversa son visage, de l'anticipation, peut-être un défi. Bien, j'ai hâte de voir ce dont vous êtes capable quand vous vous battez vraiment. En retournant au palais de justice, je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Il y avait quelque chose chez Riley Hughes qui me donnait envie d'être plus affûtée, plus forte, plus moi-même que je ne l'avais été depuis des décennies. Et la façon dont elle me regardait, merde, ça allait être compliqué. Le centre communautaire d'Overland Park s'était métamorphosé en un champ de bataille juridique. 200 personnes s'entassaient dans l'auditorium pour le concours annuel de plaidoirie, avocats locaux et étudiants en droit occupant chaque siège. Je me tenais en coulisses avec mon équipe, vérifiant mes notes une dernière fois. À travers une fente du rideau, je pouvais voir Riley à la table des juges. Ses cheveux bruns brillaient sous les lumières de sa lumière de la scène. Elle portait un blazer vert profond qui s'accordait parfaitement avec ses yeux. Mon estomac se noua, et ce n'était pas seulement à cause de la prise de parole en public. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir nos équipes, annonça le modérateur. En montant sur ce scène, le regard de Riley s'est ancré au mien à travers la salle bondée. Elle était assise entre 2 autres juges, mais je ne voyais dès qu'elle la façon dont elle se penchait légèrement, jetant en avant sur sa chaise, le petit sourire qui jouait au coin de ses lèvres. Le sujet était le droit constitutionnel, spécifiquement les protections du 4e amendement à l'ère numérique, exactement mon domaine de prédilection.
Alors que le débat commençait, j'ai senti la montée familière de l'adrénaline du combat intellectuel couler dans mes veines. Les pères fondateurs n'auraient jamais pu anticiper les moteurs de recherche et les smartphones, argumenta mon adversaire. Nous devons interpréter la Constitution à travers un prisme moderne. Je me suis approchée du pupitre, ma confiance grandissant à chaque mot. Respectueusement, Maître Davis, la beauté du quatrième amendement réside dans ses principes intemporels, pas dans ses spécificités technologiques. Le droit à la vie privée ne diminue pas parce que nos documents sont maintenant numériques. À la table des juges, Riley hocha la tête presque imperceptiblement. Ses yeux verts avaient pris une intensité que je reconnaissais du tribunal, mais cela semblait différent, personnel. Le débat s'intensifia tandis que les deux équipes échangeaient l'heure d'alarion. Quand Davis a essayé d'interrompre ma conclusion, j'ai élevé la voix, la passion l'emportant sur le protocole. La Constitution n'était pas une relique à réinterpréter par commodité, ai-je déclaré, m'éloignant du pupitre. C'est un document vivant dont les principes se renforcent et non s'affaiblissent, banca-elle, avec chaque génération qui en comprend le véritable sens. Riley se renversa sur sa chaise, les bras croisés, une expression d'admiration évidente sur son visage. Les autres juges griffonnaient des notes, mais elle se contentait de me regarder de ses yeux verts peinés, pénétrants. Mon équipe a gagné d'une courte tête. Tandis que le public sortait, je me suis attardée sur scène, rassemblant mes affaires avec une lenteur délibérée. Les autres juges sont partis rapidement, mais Riley est restée assise, organisant ses fiches de notation avec une précision superflue. Quand l'auditorium s'est vidé, elle s'est enfin levée et s'est dirigée vers la scène. Mon pouls s'accéléra à chacun de ses pas. Performance impressionnante, dit-elle, sa voix portant clairement dans l'espace vide. Bien que vous ayez failli perdre des points pour avoir laissé la passion l'emporter sur la procédure, j'ai ri, descendant de la scène pour la rejoindre. Parfois, la passion cachée est plus importante que la procédure. C'est votre philosophie juridique? Elle se rapprocha assez près pour que je puisse sentir son parfum, quelque chose de subtil et de cher. C'est ma philosophie de vie? L'espace entre nous semblait crépiter d'une tension inexprimée. Ses yeux scrutaient mon visage comme si elle cherchait une permission ou une invitation. Je me suis surprise à étudier la courbe de ses lèvres, me demandant quelle serait leur sensation contre les miennes. Emma. Mon nom sonnait différemment dans sa voix, plus doux. Nous sommes en terrain dangereux. Je sais. Je suis une juge en exercice. Vous plaidez dans mon tribunal. Je sais. Elle a levé la main, ses doigts effleurant à peine ma joue. Nous pourrions tout perdre toutes les deux. Je sais. Je me suis penchée dans son contact, ma peau brûlant là où ses doigts s'attardaient. Le couloir du palais de justice à 22h était désert. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, tandis que Riley me guidait vers l'aile des juges. Ses talons claquaient sur le marbre, résonnant contre les murs vides. Quand elle a déverrouillé la porte de son bureau, j'ai hésité sur le seuil. Des doutes? Demanda-t-elle doucement. Des troisièmes et quatrièmes doutes, mais je suis toujours là. Son bureau était plus petit que je ne l'avais imaginé, tapissé de livres de droit et de diplômes encadrés. Une seule lampe de bureau jetait une lumière chaude sur des dossiers juridiques éparpillés sur des surfaces en acajou. Elle a fermé la porte derrière nous et le léger déclic sembla nous isoler du monde extérieur. « Je n'ai jamais fait ça avant, » dis-je doucement. « Être avec une femme, je veux dire. » Riley s'approcha. Ses yeux verts étudiaient mon visage avec une douce intensité. « Tu en es sûre ?» Au lieu de répondre, je l'ai attirée à moi, mes mains trouvant les revers de son blazer. Elle s'est avancée comme attirée par une force invisible, ses mains se posant sur ma taille. Le premier contact de ses lèvres contre les miennes fut électrique, hésitant, puis urgent lorsque j'ai répondu en la serrant plus fort. Elle avait le goût du café et des possibles, le goût de tout ce qui m'avait manqué sans que je le sache. Quand nous nous sommes enfin séparés, toutes deux haletantes, elle a appuyé son front contre le mien. « Ça change tout !» murmura-t-elle. « Tant mieux, chuchotai-je en retour. J'en ai assez que rien ne change. » 3 semaines de déjeuner secret étaient devenues le point culminant de mon existence. Riley et moi nous retrouvions dans différents restaurants de la ville, choisissant toujours des banquettes d'angle où nous pouvions parler tranquillement. Aujourd'hui, dans un petit restaurant italien du centre-ville, ses doigts ont effleuré les miens alors qu'elle attrapait le sel, envoyant une décharge électrique le long de mon bras. L'affaire Morrison se règle la semaine prochaine.
dis-je, essayant de maintenir une conversation normale pendant que son pouce traçait des cercles sur ma main. Mes clients ont finalement accepté la médiation. Bien, moins de drame dans mon tribunal, dit Riley, ses yeux verts pétillants de malice. Même si je dois admettre que te regarder plaider devient ma partie préférée du travail. Sa main s'attarda sur la mienne un instant de trop. N'importe qui aurait pu le remarquer, mais je n'arrivais pas à m'en soucier. Ces moments volés semblaient être les seules parties réelles de ma journée. Emma, nous devons parler de ce que c'est, dit Riley doucement, de ce que nous faisons. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Le nom de Paul sur l'écran me tordit l'estomac. J'ai entendu des rumeurs intéressantes sur toi et une certaine juge. Tu devrais peut-être reconsidérer notre accord de partage des biens avant que ça ne devienne moche. Ma main s'est mise à trembler. Riley l'a remarqué immédiatement. Qu'il y a? Mon ex-mari, il sait pour nous, d'une manière ou d'une autre. Le visage de Riley est devenu blême. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai montré le message, elle l'a lu 2 fois, sa mâchoire se crispant à chaque mot. Ce salaud essaie de te faire chanter, dit-elle doucement. Il se sert de notre relation comme d'un levier. Peut-il faire ça légalement? Non, mais il peut nous pourrir la vie en essayant. Le reste du déjeuner s'est déroulé dans un silence tendu. Quand nous nous sommes séparés devant le restaurant, les doigts de Riley se sont attardés sur mon bras. Ne le laisse pas t'intimider, dit-elle avec férocité. Ce que nous avons n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. Ce soir-là, assise dans mon appartement, je fixais les messages suivants de Paul, chacun plus menaçant que le précédent, promettant de traîner notre relation devant les tribunaux si je n'acceptais pas ces nouvelles conditions. Ce salaud voulait 100 000 $ de plus et était prêt à détruire nos 2 carrières pour les obtenir. On a sonné à ma porte à 20 h. À travers le Judas, j'ai vu Riley dans le couloir, toujours dans sa tenue de travail, mais avec les cheveux détachés sur les épaules. Quand j'ai ouvert la porte, elle est entrée sans y être invitée. J'ai pensé aux menaces de ton ex tout l'après-midi, dit-elle, arpentant mon petit salon comme un animal en cage. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi, Emma. Je ne recule pas devant les brutes. Riley, il pourrait ruiner nos 2 carrières. Mon seulement si nous le laissons faire. Elle cessa de faire les 100 pas et me fit face. J'en ai assez de me cacher, assez de prétendre que je ne ressens rien de réel avec toi. Mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de répondre, elle a traversé la pièce en 3 enjambées rapides et m'a prise dans ses bras. Ce baiser était différent de notre première exploration hésitante dans son bureau. Celui-ci était urgent, désespéré, rempli de semaines et de désirs refoulés. Ses mains se sont emmêlées dans mes cheveux tandis que je la pressais contre le mur, toutes 2 à bout de souffle. Je veux dire, murmura-t-elle contre mes lèvres, que certaines choses valent-elles le risque. Son blazer a encore été atterri par terre quelque part entre le salon et ma chambre. Nous bougions ensemble avec une faim désespérée, nos mains explorant un territoire nouvellement découvert. Quand ses lèvres ont trouvé le point sensible juste sous mon oreille, j'ai émis un son que je ne m'étais jamais entendu faire. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle, sa voix rauque de désir. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Ce qui a suivi fut une révélation de sensations et de contacts que je n'avais jamais connus en 12 ans de mariage. Les mains de Riley savaient exactement où s'attarder, comment me couper le souffle et faire cambrer mon dos. Elle murmurait mon nom comme une prière tandis que je découvrais l'incroyable douceur de sa peau, la façon dont elle haletait quand je trouvais des endroits particulièrement sensibles. Plus tard, alors que nous étions enlacés dans mes draps, la lueur de la lune filtrant par la fenêtre, je traçais des motifs paresseux sur son épaule nue. « Pas de regret ?» demanda-t-elle doucement. « Aucun, dis-je, et je le pensais vraiment. Et toi ?» Elle se tourna pour me faire face, ses yeux verts sérieux dans la pénombre. Un seul, celui d'avoir attendu si longtemps. J'allais répondre quand mon téléphone a sonné, le nom de Paul s'est affiché à l'écran. « Ne réponds pas, » dit Riley fermement. « Il ne cessera pas d'appeler. Qu'il le fasse, nous affronterons ça ensemble. Le matin, je devrais faire face aux conséquences d'être tombée amoureuse d'une femme qui pourrait me coûter tout ce que j'avais travaillé si dur à reconstruire. Mais allongée là, dans les bras de Riley, me sentant plus moi-même que jamais, je ne pouvais me résoudre à m'inquiéter des problèmes de demain. Certaines choses valaient vraiment le risque. Le parking du palais de justice à 23 h était un dédale d'ombre et de béton vide.
J'étais restée tard dans le bureau de Riley, encore une fois, à réviser des jurisprudences en prétendant que nous ne discutions que de procédures judiciaires alors que ses doigts traçaient des motifs sur mon poignet. Les néons clignotaient au-dessus de ma tête tandis que mes talons résonnaient dans la structure vide, mes clés de voiture cliquetant dans ma main. C'est là que j'ai entendu les voix. Deux hommes se tenaient à côté d'une berline noire à 3 places de ma voiture, leur conversation portant clairement dans le silence du garage. Le plus petit tenait quelque chose qui brillait d'un éclat métallique dans la pénombre. Une arme. Le plus grand était à genoux, les mains liées dans le dos par des serre-câbles, du sang coulant de son nez. Tu aurais dû la fermer, Martinez, dit le tireur. Sa voix était froide, professionnelle. Regarde où ça t'a mené. Je me suis figée derrière un pilier de béton, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il l'entendrait. L'homme ligoté leva les yeux et je l'ai reconnu, l'inspecteur Roberto Martinez de l'unité du crime organisé. Il avait témoigné dans plusieurs affaires que j'avais observées. Ma famille, Alta Martinez, vous aviez promis qu'ils seraient en sécurité. Ils le seront une fois que tu ne seras plus dans le tableau. Le tireur leva son arme. Sans réfléchir, je cherchai mon téléphone à tâtons, lançant l'enregistrement juste au moment où le coup de feu résonna dans le garage. Martinez s'effondra au sol et le visage du tueur fut parfaitement illuminé par la lumière du plafond pendant 3 secondes alors qu'il regardait autour de lui pour s'assurer qu'il était seul. Vincent Castillano. J'avais vu sa photo dans des dossiers. Un homme de main de la famille du crime Torino. Cheveux noirs, une cicatrice distinctive courant de sa tempe gauche à sa mâchoire, des yeux bleus pâles qui semblaient morts même sur les photos de journaux. Ces mêmes yeux sans vie balayaient à présent le garage méthodiquement. Je me suis enfoncée plus profondément dans l'ombre, retenant à peine ma respiration alors que son regard passait devant ma cachette. Après ce qui m'a semblé être des heures, il est monté dans la berline et si, parti, laissant le corps de Martinet saigner sur le béton. Mes mains tremblaient si fort que j'ai à peine réussi à composer le numéro d'urgence. Les 6 heures suivantes furent un tourbillon d'interrogatoires de police, d'agents fédéraux et de rubans de scène de crime. À l'aube. J'étais assise dans le bureau de la procureure adjointe Rebecca Chen, serrant une tasse de café qui avait refroidi depuis des heures. Sanders, ce que vous avez vu fait de vous le témoin clé dans une affaire de crime organisée sur laquelle nous travaillons depuis 2 ans, déclara Chen, le visage grave. Vincent Castillano a tué 12 personnes, à notre connaissance. Votre témoignage pourrait enfin le mettre sous les verrous. Bien, dis-je, bien que ma voix sonna creux. Martinet mérite que justice soit faite. Il y a un problème. Chen se pencha en avant, les mains jointes sur son bureau. La famille Torino a des relations partout. Juge, police, procureur, ils ont déjà éliminé des témoins par le passé. Vous êtes en train de dire que je suis en danger? Je dis que vous avez besoin de protection, une protection fédérale. 2 heures plus tard, l'US Marshal Sarah Collins m'expliquait le programme de protection des témoins pendant que je regardais par la fenêtre de son bureau le palais de justice, où Riley se demandait probablement pourquoi je n'étais pas venue pour notre café habituel du matin. Normalement, nous relocalisons les témoins à l'autre bout du pays, dit Collins. Nouvelle identité, nouvelle vie, une rupture totale avec le passé. Pour combien de temps? Jusqu'au procès. Cela pourrait prendre des mois, voire des années, en fonction des appels. Mon téléphone vibra. Un SMS de Riley. Où es-tu? Je m'inquiète. Je ne peux pas partir, dis-je soudainement. J'ai une vie ici, une relation qui compte. Collins et Chen échangèrent un regard. Il y a peut-être une alternative, dit lentement Chen. Nous avons une planque à environ 40 minutes de la ville, c'est isolé, mais local, vous seriez toujours sous protection fédérale, mais vous n'auriez pas à disparaître complètement. Quel est le piège? Contact limité avec le monde extérieur, pas de visiteurs sans approbation préalable, et elle marqua une pause. Toute relation devrait être déclarée et surveillée. Je pensais aux yeux verts de Riley, à son rire, à la façon dont elle me faisait sentir moi-même pour la première fois depuis des années. L'idée de perdre ce lien me paraissait pire que d'affronter les balles de Castillano. La planque, dis-je enfin. Je prends la planque, prends la planque. En 3 heures plus tard, assise à l'arrière d'un SUV banalisé, je regardais Overland Park disparaître dans le rétroviseur. Mon téléphone sonna alors que nous atteignions les limites de la ville. Emma? La voix de Riley était tendue d'inquiétude. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien?
Je regardais Marshall Collins sur le siège avant. Elle m'accorda la permission d'un signe de tête. Je vais bien, mais je ne peux pas te dire où je suis. Protection des témoins? Quelque chose comme ça. Un long silence. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Des mois, peut-être? Je vois. La voix de Riley était soigneusement maîtrisée, mais je pouvais sentir l'émotion sous-jacente. Pourrais-je... Est-ce que je pourrais te voir? Collins croisa mon regard dans le rétroviseur et articula sans un bruit. Peut-être. Je l'espère, dis-je. Riley, ce que nous avons, ce n'est pas fini. Je ne laisserai pas les choses qu'au ciel se terminer. Moi non plus, dit-elle avec ferveur. Quoi qu'il en coûte, Emma, on trouvera une solution. Alors que le SUV s'engageait dans la longue allée d'un chalet isolé, niché au cœur des bois d'automne, je réalisais que ma vie venait de prendre un autre virage serré, mais cette fois, je n'affrontais pas l'inconnu seul. La Planque était un chalet rustique enfoui profondément dans les bois du Kansas, sans aucun voisin à des kilomètres à la ronde. Marshall Collins me tendit un téléphone portable et un épais dossier d'instructions avant de me laisser seule avec mes pensées et deux agents fédéraux se faisant passer pour des jardiniers. L'isolement était suffocant, mais c'est le silence qui faillit me rendre folle. Fini le brouhaha du palais de justice. Fini les joutes verbales. Fini Riley. Le troisième jour, Collins revint avec une nouvelle inattendue. La juge Hughes a demandé un entretien, dit-elle en s'installant dans le vieux fauteuil en cuir usé du chalet. Elle prétend devoir vous consulter sur des affaires en cours. Mon cœur fit un bond. Elle peut venir ici? J'ai déjà l'accord du procureur, mais il y a des conditions. Visite surveillée uniquement, aucun contact physique et tout sera enregistré. Je me fichais des restrictions. Revoir Riley était comme une bouée de sauvetage. Elle arriva le lendemain après-midi dans sa voiture personnelle, une berline argentée qui détonnait avec l'extérieur brut du chalet. À travers la fenêtre, je la regardais remonter le chemin de gravier, ses cheveux bruns captant la lumière du soleil d'octobre. Elle portait un jean et un pull crème au lieu de sa tenue de cour habituelle, et cette apparence décontractée la faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. L'agent fédéral se positionna discrètement dans un coin tandis que Riley et moi nous asseyions l'une en face de l'autre à la petite table à manger. L'espace qui nous séparait semblait un océan. Comment tiens-tu le coup? Demanda-t-elle, ses yeux verts scrutant mon visage avec une inquiétude évidente. Mieux, maintenant que tu es là. Nous passâmes 2 heures à discuter de mes dossiers en cours. Sa voix était professionnelle, mais ses yeux disaient tout ce que nous ne pouvions pas exprimer à voix haute. Lorsqu'elle tendit la main vers un dossier, nos doigts s'effleurèrent brièvement. Le contact dura moins d'une seconde, mais il m'envoya une décharge électrique le long du bras. Mademoiselle Sanders, avertit doucement l'agent. Désolée, murmura Riley, mais ses yeux ne quittèrent pas les miens. Alors qu'elle se préparait à partir, je l'accompagnai jusqu'à la porte. Quand pourras-tu revenir? Demandai-je. À la fin de la semaine, même arrangement? Riley, commençai-je, puis je jetai un coup d'œil à l'agent. Merci pour la consultation juridique. Quand tu veux, dit-elle doucement. Prends soin de toi, Emma. La deuxième visite se déroula de la même manière, bien que nous soyons devenues plus audacieuses dans nos contacts subtils. À la troisième visite, l'agent s'était suffisamment détendu pour sortir fumer une cigarette sur le porche, nous accordant quelques précieuses minutes. Seul. C'est une torture, murmura Riley en tendant la main par-dessus la table pour prendre la mienne. Être si près de toi sans pouvoir te toucher vraiment. Je sais, mais ça vaut le coup, juste pour te voir. Lors de sa quatrième visite, une panne de courant survint dans un orage. La radio de l'agent grésilla tandis qu'il se coordonnait avec la compagnie d'électricité. Riley et moi étions assises à la lueur vacillante des bougies qu'elle avait apportées de sa voiture. Il faudra peut-être des heures, Pic, avant qu'il ne répare les lignes, dit l'agent en s'installant sur une chaise près de la porte. On dirait qu'on campe ici ce soir. Les heures passèrent et l'agent s'assoupit sur sa chaise. Riley et moi nous installâmes d'heure sur le canapé, parlant à voix basse de tout et de rien. La lueur des bougies projetait des ombres dansantes sur son visage, faisant briller ses yeux verts dans l'obscurité. Tu me manques, dit-elle si bas que je faillis ne pas l'entendre. Chaque jour, chaque nuit. Toi aussi, tu me manques, plus que je ne l'aurais cru possible. Elle se pencha plus près, sa voix à peine un souffle. L'agent dort. Riley,
Juste un instant. Ses lèvres trouvèrent entre les miennes dans la lumière vacillante, douces et désespérées. Je lui rendis son baiser avec des semaines de désir réprimé, mes mains s'emmêlant dans ses cheveux alors qu'elle m'attirait plus près. Nous nous séparâmes lorsque l'agent bougea, mais ce baiser avait ravivé quelque chose que les visites surveillées ne pouvaient satisfaire. J'ai besoin de te voir seule, murmura-t-elle à mon oreille. De te voir vraiment. Comment? J'y travaille. 3 jours plus tard, elle revint avec une nouvelle qui fit s'emballer mon pouls. Je les ai convaincus de me laisser examiner des dossiers toute la nuit, dit-elle alors que l'agent s'installait à sa place habituelle. Affaire judiciaire officielle nécessitant une consultation prolongée. L'agent parut sceptique, mais acquiesça. Je serai juste dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. Dès que la porte se referma derrière lui, Riley traversa la pièce et me prit dans ses bras. Ce baiser était différent de notre moment volé à la lueur des bougies. Plus affamé, plus désespéré. Ses mains parcouraient que mon dos tandis que je la pressais contre le mur, nos respirations saccadées. J'ai pensé à toi toutes les nuits, murmura-t-elle contre mon cou. À ce que nous avons commencé dans ton appartement. Riley, l'agent ne reviendra pas avant des heures. Nous avons le temps. Je la conduisis jusqu'à la chambre, les mains tremblantes alors que je commençais à déboutonner son chemisier. Le clair de lune filtrait par les fenêtres, illuminant sa peau tandis que les vêtements tombaient un par un. Quand elle m'attira sur le lit étroit, j'oubliais les agents fédéraux, la protection des témoins et tout le reste, sauf la sensation de ses mains sur ma peau. Nous fîmes l'amour avec une urgence désespérée, des mois de séparation et de visites surveillées, culminant en mots tendres chuchotés et en allaitements partagés. Ses gestes étaient empreints de révérence, comme si elle cherchait à mémoriser chaque parcelle de mon corps. Quand elle cria mon nom, je capturais ce son de mes lèvres, avalant son plaisir tandis que mon propre corps se cambrait contre le sien. Après, nous restâmes enlacés sur le lit étroit, sa tête sur ma poitrine, pendant que je traçais des motifs sur son épaule nue. Quand tout ça sera fini, dit-elle doucement, je veux me réveiller à tes côtés chaque matin. Promets-le-moi, murmurai-je dans ses cheveux. Promets-moi qu'on s'en sortira. Je te le promets, dit-elle en relevant la tête pour me regarder. Quoi qu'il en coûte, Emma. Nous trouverons un moyen. À travers la fenêtre, je pouvais voir l'agent faire les 100 pas sur le porche. Ignorant qu'à l'intérieur, 2 femmes tombaient mais plus profondément amoureuses malgré des circonstances impossibles. Le palais de justice fédérale bourdonnait d'activité au début du procès de Vincent Castellano. J'étais assise dans la salle des témoins adjacente à la salle d'audience, observant Riley présider l'affaire via une télévision en circuit fermé. Elle est magnifique dans sa robe noire de juge, ses cheveux bruns ramenés en un chignon sévère. Ses yeux verts étaient concentrés avec une intensité laser sur les débats. Marshall Collins était assise à côté de moi, surveillant le flux vidéo qui transmettrait mon témoignage. L'État appelle Emma Sanders à la barre, annonça Ada Chen à l'écran. Mes mains tremblaient, tandis que j'ajustais le microphone à la barre des témoins. Sur le moniteur, je pouvais voir le visage de Riley, son expression soigneusement neutre alors qu'elle s'adressait à la caméra. Mademoiselle Sanders, vous avez prêté serment. Veuillez procéder à votre témoignage. Pendant l'heure qui suivit, je racontais cette nuit dans le parking, les supplications de Martinez, le coup de feu, le visage de Castellano illuminé par les néons. Je décrivis chaque détail avec une précision clinique, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. L'accusé a regardé la victime droit dans les yeux et a dit « Tu aurais dû te taire, Martinez !» Témoignai-je. Puis il lui a tiré dessus à bout, portant dans la poitrine. L'avocat de la défense, Marcus Webb, se pencha vers son micro. Mademoiselle Sanders, n'est-il pas vrai que vous entretenez une relation amoureuse avec la juge qui préside? Mon sang se glaça. À l'écran, le visage de Riley devint pâle mais resta impassible. Objection, dit rapidement Chen. Pertinence? Cela concerne la partialité, votre honneur, répondit Webb avec aisance. La relation du témoin avec la cour compromet sa crédibilité. La voix de Riley était stable quand elle parla, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Maître Webb, quelle preuve avez-vous de cette prétendue relation? Webb produisit un dossier en manille. Des enregistrements de Securitätszeit de sécurité du palais de justice, votre honneur, dit votre honneur. Plusieurs visites nocturnes et 20 visites nocturnes dans les appartements de la juge, des reçus d'hôtel, des relevés téléphoniques.
La salle d'audience éclata en murmures. À l'écran, je regardais la carrière de Riley imploser en tempête réelle. Ses yeux verts décroisèrent la caméra un instant et je la vis prendre une décision. Messieurs les avocats, approchez, dit-elle fermement. La conversation à huis clos était inaudible, mais je pouvais voir Webb gesticuler avec animation tandis que Chen secouait la tête. Quand ils retournèrent à leur place, la voix de Riley porta clairement à travers la liaison vidéo. À la Cour estime que l'allégation de la défense, bien que sérieuse, n'affecte pas directement la capacité du témoin à identifier l'accusé ou à témoigner de manière véridique sur les événements en question. L'objection est rejetée. Mais le mal était fait. Lorsque la Cour suspendit l'audience pour le déjeuner, les camionnettes des chaînes d'information se rassemblaient déjà à l'extérieur. Mon téléphone vibra d'appels de journalistes et Collins jura entre ses dents en surveillant la situation. C'est un cauchemar, marmonna Collins. Un cirque médiatique était la dernière chose dont nous avions besoin. Ce soir-là, Riley appela directement la planque. Emma, je dois te dire quelque chose. Sa voix était tendue. Je me récuse de la faire. Quoi? Pourquoi? Parce que Webb a raison. Mon jugement est compromis. Pas sur ton témoignage, il est solide comme le roc, mais je ne peux pas présider une affaire où le témoin vedette c'est... Elle s'interrompit. Où le témoin vedette est la femme que j'aime. Ces derniers mots restèrent en suspens entre nous. Elle ne l'avait jamais dit avant, pas si directement. Riley, tu n'as pas à faire ça. Nous pouvons gérer l'attention des médias? Il ne s'agit pas des médias. Sa voix était ferme. Il s'agit de faire ce qui est juste. La justice doit être aveugle. Emma, même quand cela nous coûte tout. La juge Patricia Morrison reprit l'affaire le lendemain. Depuis la salle des témoins, je regardais Riley rassembler ses dossiers, ses mouvements précis et maîtrisés. Elle ne regarda pas la caméra en quittant la salle d'audience, mais sa mâchoire était crispée de détermination. Le procès continua sans elle. Morrison était compétente, mais elle n'avait pas la présence imposante de Riley. Webb s'acharna sur ma crédibilité, évoquant mon divorce, ma relation avec Riley, mes difficultés professionnelles. Il me dépeignit comme une femme désespérée en quête d'attention et de vengeance. N'est-ce pas pratique, mademoiselle Sanders, que vous vous soyez trouvée dans ce parking au moment exact? Demanda Webb lors du contre-interrogatoire. Je n'essayais pas d'être pratique, répondis-je fermement. J'essayais juste de rejoindre ma voiture. Il insinua que j'avais passé des heures d'œil seul avec la juge Hughes dans ses appartements. Vous discutiez d'affaires toxiques juridiques jusqu'à des heures indues de la nuit? Comme c'est romantique? Chen objecta, mais l'insinuation flottait dans l'air. Je sentais le scepticisme du jury grandir à chaque question. Le dernier jour de mon témoignage, je fis une dernière tentative pour recentrer l'attention sur ce qui importait. Maître Webb peut remettre en question ma vie personnelle autant qu'il le souhaite, dis-je en regardant droit dans la caméra. Mais il ne peut pas changer ce que j'ai vu. Vincent Castellano a assassiné le détective Martinez de sang-froid. J'ai vu son visage clairement, j'ai entendu sa voix, et aucune campagne de dénigrement ne changera ces faits. Lorsque le flux vidéo se coupa, je m'affalai sur ma chaise. Collins me serra l'épaule. Vous avez bien fait, maître, vraiment bien. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que le sacrifice de Riley pourrait ne pas être suffisant. La défense avait réussi à détourner l'attention de la culpabilité de Castellano vers ma relation avec la juge. En essayant de me protéger, Riley leur avait donné exactement les munitions dont ils avaient besoin. Plus tard cette nuit-là, seule dans la planque, je fixais mon téléphone. Riley n'avait pas appelé depuis sa récusation. Je me demandais si elle regardait les reportages, voyant son nom traîner dans la boue à côté du mien. Dehors, le vent d'automne secouait les fenêtres. Le procès se terminerait bientôt, et ensuite, Riley voudrait-elle encore d'une relation entachée par le scandale? Aurais-je encore une carrière à sauver? Certains prix étaient plus élevés que d'autres. Je commençais à comprendre qu'aimer signifiait parfois tout perdre. Les nouvelles du matin me frappèrent comme un coup de massue. Assise dans la cuisine de la planque, mon café refroidissant dans mes mains, je regardais le titre de Channel 7 clignoter à l'écran. Liaison torride entre une juge et un témoin. Un procès fédéral en péril. La photo de Riley apparut à côté de la mienne. Nous avions toutes les deux l'air de criminels sous l'éclairage cru du studio. La juge fédérale, Riley Hughes, a été démise de ses fonctions dans le procès très médiatisé du meurtre Castellano suite aux révélations d'une relation intime avec le témoin vedette, Emma Sanders, annonça le présentateur.
Des sources confirment que des enregistrements de sécurité du palais de justice montrent les deux femmes dans des positions compromettantes lors de réunions nocturnes. Marshall Collins entra dans la cuisine, l'air sombre. C'est pire encore. 3 autres chaînes ont repris l'histoire cette nuit. Votre ex-mari donne des interviews. Mon estomac se noie. Paul parle aux journalistes. Il prétend qu'il a essayé de vous avertir de ne pas vous impliquer avec une femme juge, dit qu'il s'inquiète pour votre état mental depuis le divorce. Masaninko Kabin, Bonnier Dubo. Le salaud se servait de ma relation avec Riley comme preuve que j'avais en quelque sorte perdu la raison, une munition parfaite pour la défense de Castellano. Mon téléphone sonna. Le nom de Riley sur l'écran fit sursauter mon cœur. Ne réponds pas, avertit Collins. Les médias surveillent immédiatement probablement tes appels. Je l'ignorais et décrochai. Riley? Emma? Je suis au Marriott du centre-ville, chambre 412, tu peux me rejoindre? Je ne peux pas quitter la planque. Le procès est terminé, le jury délibère, intervint Collins. Techniquement, tu es libre de partir? Collins hocha la tête à contre-cœur. 2 heures, puis retour ici jusqu'à ce qu'on ait le verdict. La chambre d'hôtel était modeste mais privée. Riley se tenait près de la fenêtre quand j'entrai, portant toujours ses vêtements de cour mais avec les cheveux lâchés sur les épaules. Elle semblait épuisée, plus âgée, comme si la semaine passée l'avait vieilli de plusieurs années. C'est grave à quel point? Demandai-je en fermant la porte derrière moi. Le Conseil de la magistrature lance une enquête officielle la semaine prochaine. Ma carrière est probablement finie. Elle se tourna vers moi, ses yeux verts vides. Le barreau local parle de violation de l'éthique. Je pourrais perdre le droit d'exercer. Riley, je suis tellement désolée, tout est de ma faute. Non. Elle traversa rapidement la pièce, prenant mes mains dans les siennes. C'est mon choix. Je connaissais les risques quand je suis tombée amoureuse de toi. Encore ce mot? Amoureuse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Murmurai-je. Au lieu de répondre, elle me serra contre elle. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec une urgence désespérée. Ce baiser avait le goût du désespoir et de l'adieu, comme si elle essayait de mémoriser la sensation de ma bouche contre la sienne. Je ne sais pas, souffla-t-elle contre mon cou. Je sais juste que je ne peux pas te perdre. Nous fîmes l'amour avec la fureur de 2 personnes, voyant leur monde s'effondrer autour d'elles. Ses mains étaient partout, me réclamant, me marquant comme siennes, tandis que les camionnettes des médias tournaient de Zauner et que nos noms devenaient des titres de tabloïds. Quand elle murmura mon nom contre ma peau, cela sonna à la fois comme une prière et une malédiction. Quoi qu'il arrive, dit-elle après, traçant des motifs sur ma poitrine nue, je ne regrette rien. Même si ça te coûte tout? Surtout dans ce cas. Elle releva la tête pour me regarder. J'ai passé 40 ans à vivre une vie prudente, Emma, à jouer selon des règles qui n'ont jamais laissé de place à ce que je voulais vraiment. Te rencontrer a changé ça? Son téléphone vibra. Un SMS. C'est Collins, le temps est écoulé, le verdict va tomber. Nous nous habillâmes en silence, sachant toutes deux que c'était peut-être notre dernier moment volé pour très longtemps. À la porte, Riley attrapa ma main. Promets-moi quelque chose, dit-elle. Quand tout ça sera fini, quand la poussière sera retombée, nous trouverons un moyen d'être ensemble, sans se cacher, sans moment volé. Je te le promets. Mais en retournant à la planque, je me demandais si les promesses avaient encore un sens quand le monde entier s'écroulait. Le jury délibéra pendant 6 heures. Castellano fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, y compris de meurtre au premier degré. Le verdict aurait dû être une victoire, mais je ne pouvais penser qu'aux yeux vides de Riley et au prix que nous avions toutes deux payé pour la justice. La dernière interview de Paul fut diffusée ce soir-là. Assis dans son costume coûteux, il jouait à la perfection le rôle de l'ex-mari inquiet. Emma a toujours été instable, dit-il à la caméra. Le divorce a été dur pour elle. Je pense qu'elle s'est accrochée à cette juge pour obtenir une sorte de validation désespérée. Sale menteur, marmonna Collins depuis sa chaise. Mais le mal était fait. Tous les médias se sont emparés de cette version des faits, celle de la divorcée désespérée et de la juge corrompue, transformant notre histoire d'amour en une fable édifiante sur la faute professionnelle et l'instabilité mentale.
Mon téléphone est resté silencieux cette nuit-là. Pas d'appel de Riley, pas de nouvelles de Collins, juste le son du vent d'automne dans les arbres et le vrombissement lointain des hélicoptères, des chaînes d'aide info tournoyant comme des vautours. Le matin, je devrais affronter un monde qui me voyait soit comme une briseuse de ménage, soit comme une victime. Riley, elle, ferait face à son propre jugement devant la commission de contrôle de la magistrature. Nous avions toutes ces boucles et deux perdu nos vies si soigneusement bâties pour quelque chose de vrai, de féroce et de magnifique. Certains diraient que c'était insensé. Je commençais à penser que c'était la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Les marches du palais de justice étaient bêtes et bondées de journalistes lorsque je suis enfin sortie du programme de protection des témoins, 3 mois plus tard. Castellano avait été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et le cirque médiatique s'était enfin tourné vers des scandales plus récents. J'ai traversé le chaos la tête haute, ignorant les questions criées à propos de Riley et de notre relation. La commission de contrôle de la magistrature s'était montrée étonnamment clémente. Riley avait reçu une réprimande officielle, mais avait conservé le droit d'exercer, bien qu'elle ait démissionné de son poste de juge le lendemain de la condamnation de Castellano. J'avais entendu dire dans les cercles juridiques qu'elle montait son propre cabinet de médiation, aidant les couples à traverser les procédures de divorce avec dignité et équité. L'ironie ne m'avait pas échappé. Crawford, un associé, avait discrètement mis fin à mon contrat pendant le scandale, mais Harrison and Walsh m'avaient offert un poste quelques jours après la fin de mon témoignage. Il s'est avéré que les cabinets progressistes n'étaient pas contre l'idée d'embaucher des avocats avec une expérience très médiatisée, surtout ceux qui avaient tenu tête à nos crimes organisés et qui étaient là pour en parler. Je n'avais pas parlé à Riley depuis cet après-midi au Marriott. Une partie de moi se demandait si elle avait finalement décidé que je ne valais pas ce suicide professionnel. Une autre partie de moi ne lui en aurait pas voulu. Mon nouveau bureau donnait sur le centre-ville d'Overland Park avec une vue imprenable sur le palais de justice où tout avait commencé. J'examinais des accords de règlement lorsque ma secrétaire a frappé à la porte. Mademoiselle Sanders, il y a quelqu'un qui voudrait vous voir, elle dit que c'est personnel. Riley se tenait sur le seuil de ma porte, l'air nerveux et magnifique dans une simple robe bleue qui s'accordait parfaitement avec ses yeux verts. Ses cheveux étaient étaient plus courts maintenant, un carré professionnel qui encadrait son visage. Elle paraissait plus jeune, plus légère, comme si l'abandon de sa robe de juge avait libéré quelque chose en elle. J'espérais qu'on pourrait parler, dit-elle doucement. Si tu as le temps. Toujours. Je lui ai désigné la chaise en face de mon bureau. Comment vas-tu? Mieux que prévu, le cabinet de médiation se développe. Il s'avère que les couples apprécient d'avoir une juge qui comprend ce que c'est que de tout risquer par amour. Elle a souri avec ironie. Qui aurait cru que le scandale pouvait être bon pour les affaires? Et sur le plan personnel? Tu vas bien? Ses yeux verts ont étudié mon visage. J'ai connu des jours meilleurs. J'en ai connu de pires aussi. Surtout, tu m'as manqué. Manqué. Ces mots flottaient entre nous, tel un pont attendant d'être traversé. Riley, j'ai besoin de savoir quelque chose, dis-je prudemment. Est que tu regrettes ce qui s'est passé? Avoir abandonné ton poste, le scandale, tout ça? Elle se pencha en avant, la voix intense. Emma, perdre mon poste de juge a été la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai passé 20 ans à me cacher derrière cette robe, à prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Te rencontrer m'a montré qui je suis vraiment. Et qui est-ce? Une femme assez courageuse pour choisir l'amour plutôt que la réputation, assez intelligente pour connaître la différence entre une carrière et une vie. Elle marqua une pause. Quelqu'un qui veut se réveiller à tes côtés chaque matin pour le reste de sa vie. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Au lieu de répondre, elle a plongé la main dans son sac et en a sorti une petite boîte en velours. Mon souffle s'est coupé lorsqu'elle l'a ouverte, révélant 2 alliances en platine assorties. Je dis que je veux t'épouser, Emma Sanders. Je veux qu'on se tienne dans ce palais de justice où nous nous sommes rencontrés pour officialiser notre union. Fini de se cacher, fini les moments volés, mais volés. Juste nous, nous choisissons l'une l'autre devant tous ceux qui comptent. Des larmes ont brouillé ma vue alors que je regardais les bagues, puis le visage plein d'espoir de Riley. Les médias vont s'en donner à cœur joie, dis-je faiblement. Qu'ils le fassent, non. Pour une fois, nous leur donnerons quelque chose de vrai à raconter.
J'ai pensé aux menaces de Paul, à la commission de contrôle, aux gros titres qui nous avaient d'être dépeintes comme un exemple à ne pas suivre. Puis j'ai pensé aux mains de Riley dans mes cheveux, à ses promesses chuchotées et à la lueur des bougies, à la façon dont elle avait tout sacrifié pour protéger mon témoignage. Oui, ai-je dit simplement. Oui à tout. 6 mois plus tard, nous nous tenions dans la salle d'audience 3B où Riley avait autrefois présidé et où j'avais autrefois plaidé. La juge Patricia Morrison, une ancienne collègue de Riley, a officié la cérémonie avec un plaisir évident. Mes nouveaux associés de Harrison et Walsh remplissaient le premier rang aux côtés des amis de Riley de la communauté de la médiation. Emma Sanders, acceptez-vous de prendre Riley Hughes pour votre légitime épouse a demandé Morrison. Je le veux, dis-je, plongeant mon regard dans les yeux verts de Riley et y voyant notre avenir se refléter. Riley Hughes, acceptez-vous de prendre Emma Sanders pour votre légitime épouse? Je le veux, dit fermement Riley en glissant l'alliance à mon doigt d'une main qui ne tremblait pas. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Kansas, je vous déclare mariée. Vous pouvez vous embrasser. Les lèvres de Riley ont trouvé les miennes dans la même salle d'audience où nous avions ressenti pour la première fois cette connexion électrique. Ce baiser était différent de tous les autres. Pas désespéré ni volé, mais triomphant. Une promesse tenue, un avenir conquis. La petite assemblée a éclaté en applaudissements alors que nous nous séparions, riant et pleurant, mais en même temps. Aucun regret? Ai-je murmuré à son oreille. Aucun, a-t-elle chuchoté en retour. Juste des possibilités. À l'extérieur du palais de justice, quelques journalistes attendaient avec leurs appareils photo, mais leur présence semblait plus curieuse que prédatrice. Nous avons posé pour des photos sur les marches où je m'étais autrefois cachée du scandale, le bras de Riley autour de ma taille, affrontant le monde aussi ouvertement que nous nous en étions cachés. Madame Hugh Sanders, a crié un journaliste, un conseil pour les autres couples confrontés à des défis professionnels. Riley m'a serré la main et a souri. Il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. L'amour vaut toujours la peine qu'on se batte pour lui. Alors que nous nous éloignons du palais de justice vers notre nouvelle vie commune, j'ai réalisé que tout perdre avait été le seul moyen de trouver ce qui comptait vraiment. Parfois, les plus belles histoires commencent par les pires scandales. Parfois, l'amour en valait vraiment la peine.